Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Je sais pas coder, mais j'aimerais bien travailler là-dedans. Mais par contre, je suis assez rigoureux, je suis assez curieux, j'aime aller poser des questions, j'aime le contact avec les gens, donc je pense que je peux faire partie d'une équipe qui s'occupe de la qualité du test. Quasiment tout le monde peut y arriver, être capable de se dire, en fait le test c'est pas juste du métier et du clic sur des boutons, c'est aussi des concepts qui peuvent aller très loin au niveau technique. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Calisti. Aujourd'hui, je reçois David. Salut David, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup. Alors David, tu es expert en assurance qualité et en test avec une riche expérience dans le secteur industriel et dans la logistique. Aujourd'hui, tu accompagnes des équipes et des clients dans la mise en place de stratégies QA robustes, efficaces. En parallèle de ça, tu es mentor chez Open Classrooms où tu formes et tu guides des testeurs de la nouvelle génération, disons-le comme ça. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton parcours et de ton rôle de mentor et également de ta vision de la qualité. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et puis ce qui t'a amené dans le monde du test? Merci beaucoup de me recevoir déjà. Avec plaisir. Alors moi j'ai commencé, mon première expérience du test, on ne parlait pas forcément de test, on parlait plutôt d'essai. C'est quand j'ai commencé finalement mon diplôme d'ingénieur et mon BTS à l'époque. Parce que je faisais beaucoup d'essais de démarrage d'usine en fait. Je posais des capteurs, j'avais une formation dans génie industriel. Et donc finalement on faisait des essais de démarrage, on faisait des essais de capteurs, finalement on faisait des mesures sur des process. Et puis on regardait si les mesures étaient bonnes et est-ce qu'on pouvait démarrer et passer à la phase suivante avec des procédures de test. Donc qui était plutôt sur du système industriel. Donc j'ai fait comme ça mon école d'ingénieur et je me suis retrouvé un peu par hasard à mettre un pied dans l'informatique en allant former justement des maintenantiers sur des petits data centers qui servaient à faire du calcul pour du contrôle aérien. Et bien évidemment, il y avait aussi des procédures de test de ces systèmes-là. Parce qu'avant de faire les formations, il fallait essayer le système pour voir s'il fonctionnait bien, si tout avait été bien installé, bien monté. Donc on avait des petites procédures et donc finalement, petit à petit, je me suis retrouvé à finalement me spécialiser. Alors je ne savais pas encore que c'était un métier, je ne savais pas encore qu'on pouvait faire de la QA ou du test, mais j'ai eu cette sensibilité assez tôt dans mon parcours. J'ai vraiment commencé à faire du test quand je suis arrivé chez Data Solutions. Donc ça fait un peu plus de 7 ans aujourd'hui. Et là, on va vraiment parler de faire du test, de tester du logiciel. On m'a dit, voilà, tu vas venir. Il y a des logiciels à tester, il y a des procédures de test, on avait des grands tableaux Excel avec des étapes à suivre. C'était du test manuel, on était deux, plus un prestataire, je crois, dans l'entreprise. Et donc, on a essayé d'améliorer petit à petit le process. Et puis, voilà, je me suis formé petit à petit en essayant finalement de rationaliser un petit peu toutes ces procédures de test, d'être assez fiable dans les comptes rendus, de trouver des bugs. Comme j'ai beaucoup de chance ou de malchance, en général, j'arrive à trouver là où il y a un petit souci. Voilà. Et puis, petit à petit, de client en client, de mission en mission, donc c'était une petite ESN, une petite agence web, on est arrivé à se demander s'il fallait pas mettre de l'automatisation. Donc ça a été aussi l'arrivée de l'automatisation avec un framework qui s'appelait GameSpock à l'époque, qui était en Groovy. Groovy qui était un dérivé de Java, du langage Java, et qui permettait de coder des tests, alors avec un langage naturel qui s'appelle le Gherkin, qui permet d'écrire des scénarios et puis d'implémenter pour piloter finalement un navigateur, aller cliquer sur des boutons, etc. Je pense que beaucoup d'auditeurs de ce podcast savent de quoi on parle.
Et donc on a fait ça, voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis l'équipe a grossi. Finalement, l'entreprise a réussi finalement à convaincre les clients. On a réussi à convaincre les clients que la QA c'était important. Qu'avoir un QA dans une équipe c'était quelque chose d'important. Qu'automatiser des tests, c'était pas juste pour s'amuser. Et donc petit à petit, les clients ont fini par être d'accord en fait, hein, pour qu'on automatise, pour qu'on fasse du test, qu'on ait des process un peu plus carrés. Et puis sont arrivés d'autres types de tests qu'on a proposés au fur et à mesure. Alors soit parce que les clients étaient plutôt sensibles, par exemple aux tests de performance, ils savaient qu'il fallait les faire, ils voulaient savoir si ça allait fonctionner pendant un Black Friday par exemple, parce que c'était une agence e-commerce, donc ils voulaient des solutions. Soit parce que malheureusement c'était déjà en production et que au moment du Black Friday ça marchait plus. Ça crachait. Et donc là, ils venaient nous demander des solutions en disant comment on peut faire mieux la prochaine fois et ne plus avoir ce genre de problème. Donc finalement, être proactif plutôt que réactif, ce qui est quand même intéressant quand on fait de la qualité. Bien sûr. Donc il a fallu que je recrute des gens, que je les forme. On est passé beaucoup par des stagiaires au début, Oui. plus la DQA qui était dans l'agence depuis longtemps. Certains étaient plus anciens que moi dans l'agence. Et donc on s'est formé avec les plus anciens de l'équipe, entre guillemets. On a aussi recruté, soit on a formé des gens qui n'étaient pas du métier, mais qui souhaitaient vraiment mettre un pied dans l'informatique. Donc pour eux, c'était le moyen aussi, hein, de dire, je sais pas coder, mais j'aimerais bien travailler là-dedans. Mais par contre, je suis assez rigoureux, je suis assez curieux, j'aime aller poser des questions, j'aime le contact avec les gens. Donc je pense que je peux faire partie d'une équipe qui s'occupe de la qualité du test, qui est à la fois finalement un métier qui demande du contact client, qui demande une capacité à comprendre un fonctionnel un peu complexe des fois, ou un métier complexe. Donc on avait quelqu'un qui était un ancien comptable, euh, et puis qui demande aussi une capacité à discuter de technique, donc à apprendre des concepts techniques pour discuter avec des développeurs, des architectes. Donc c'était une bonne porte d'entrée. On a fini, on était une quinzaine finalement à la fin dans l'équipe. Et puis aujourd'hui, donc je suis dans une autre entreprise qui fait des logiciels agricoles et des logiciels pour les experts comptables. Où là, j'accompagne plus finalement des QA managers, donc des gens qui sont responsables qualité sur un produit ou une gamme de produits, une petite gamme de produits. Et on maintient aussi un framework de test et une infrastructure de test pour leur permettre de tester des clients lourds, majoritairement. Donc c'est une infrastructure un peu particulière parce que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'outils pour faire ça. Donc il y a encore beaucoup de code maison, il y a beaucoup de choses à moderniser. Donc voilà un petit peu mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et en parallèle, il y a 2 ans et demi, pendant le Covid, j'ai commencé à faire un petit peu de mentorat pour Open Classroom. Donc j'ai recruté à l'époque des mentors. J'ai commencé par le parcours Symfony PHP, Mhm. développeur d'applications Symfony PHP. Ça m'a beaucoup plu, j'ai continué. Et voilà, j'ai continué. Aujourd'hui, alors j'ai eu jusqu'à une dizaine d'étudiants, puis aujourd'hui, je dois avoir un peu moins d'une dizaine que j'accompagne majoritairement sur le parcours testeur logiciel. Ok. Bon. On va. Je reprends, je reviens un petit peu en arrière. Tu parlais de la culture qualité, justement. Aujourd'hui, tu accompagnes des entreprises, enfin, des entreprises. Dans ton parcours, tu as accompagné des clients dans la mise en place de stratégies QA. Stratégie de test, stratégie de qualité. Ok. Ce que je voulais savoir vis-à-vis de ça, c'est comment est-ce que tu vas aborder cette mise en place? Parce que du coup, on est un petit peu on est dans du changement et on sait qu'au niveau du changement, ça peut être parfois difficile, c'est pas forcément bien reçu. Et je te pose cette question parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement et je suis curieuse d'avoir des retours, tu vois, d'experts comme toi euh, sur les orientations, la communication, parce que voilà, tu parlais du testeur qui est un petit peu le mouton à cinq pattes parce que faut qu'il soit bon communicant, faut qu'il soit technique. Euh, Comment est-ce que tu fais en sachant que tu avais déjà des clients qui avaient pas un objectif en tête, mais qui avaient une problématique identifiée, mais j'imagine aussi que tu as eu des clients qui n'avaient pas spécialement de problématique. Alors effectivement,
on peut avoir des clients qui ont un problème de qualité Ouais. et qui ont vraiment envie d'être dans la démarche. Ça, c'est le cas un peu idéal. C'est au secours, faut m'aider. Et je suis prêt à mettre les moyens parce que j'ai un peu les moyens. Donc, on a eu effectivement des gros clients qui étaient sensibilisés à la qualité et qui avaient, voilà, qui disaient, bah, de toute façon, moi, il me faut des QA. On va mettre de la QA en place. On va le financer, on va le mettre en place. Donc, accompagnez-nous. Et puis, comme c'était finalement une ESN, bah, c'était fournissez-nous aussi les personnes en question pour qu'on puisse vraiment mettre en place cette démarche qualité. Il y a des petits projets où effectivement c'est un peu plus compliqué parce que aller expliquer à un chef de projet qui a déjà du mal à tenir le budget du client et qui est responsable de la tenue d'un budget, il faut avoir un peu d'empathie pour lui. Qu'on va rajouter 20% à peu près, puisqu'on va mettre en place des ETP finalement. On va dire voilà, tu vas avoir un QA dans ton équipe. Alors au début, il aura peut-être une journée par semaine. Et puis on va le vendre. Bon, là, il y a des taux journaliers qui sont des fois autour de 400-500 € la journée. Ça peut être assez élevé. Pour un petit projet, c'est assez élevé en tout cas. Euh, voilà, il va falloir que tu ailles voir le client, que tu lui vendes ça, alors qu'en fait, il a déjà un tout petit budget. Euh, En général, il y a quand même toujours des petits problèmes de qualité, mais c'est le chef de projet qui compense. Mais comme c'est très en réactif, parce que ça dépend du temps et de l'expertise du chef de projet pour faire les tests à la fin, c'est rare qu'il y ait du test automatisé tout de suite. Donc là, il faut aller expliquer au chef de projet aussi et au client le pourquoi. Et il faut arriver à convaincre en fait. C'est-à-dire que quelque part, on peut pas juste dire voilà, je suis là, je fais des tests, et en fait, si je suis pas là, ça marche pas. Parce qu'en fait, ça marchait avant. Donc le client, il va dire pourquoi je paierais plus cher? Alors, en fait, pour, pour produire un changement, il faut que les gens y voient leur intérêt. Donc il faut commencer par savoir qu'est-ce qu'ils attendent finalement, qu'est-ce qui ferait qu'ils changent d'avis. Mhm. Et un client, il changera d'avis soit parce qu'il arrive à être plus serein, à rentrer plutôt chez lui, ou on dit souvent aller dire à son chef que ça va mieux. Ok. Si je réussis mes Black Friday et que j'ai plus de sites qui tombent dès que j'ai tout le monde qui se connecte le matin, oui, je suis prêt à payer un qualiticien parce que, euh, parce que quelque part, il me rapporte finalement de l'argent, il me rend plus serein, et donc je suis pas en train de stresser la veille de la mise en prod parce que je sais pas si ça va marcher. Donc il y a vraiment des clients qui prennent confiance petit à petit vis-à-vis du testeur, hein. J'ai déjà vu des clients changer complètement d'avis et devenir convaincus qu'en fait le testeur est indispensable et réclamer un testeur en particulier. Donc ça marche. La confiance, c'est quelque chose. Donc faut vraiment avoir de l'empathie pour le client, dire qu'est-ce que je peux lui apporter qui lui donne confiance, qui le rende serein et qui fasse que demain ils disent je ferai pas sans le testeur. Si le testeur me dit t'y vas pas, j'y vais pas. Ok. Donc en fait, produire un changement, c'est aussi être transparent enfin, arriver à aider le client ou aider les personnes à comprendre quel est le risque de ne pas faire. Si tu fais pas de qualité, c'est finalement c'est ton choix. Voilà un petit peu ce qui t'attend. Et en fait, on arrive à convaincre quand quand la personne dit, t'as raison, parce qu'en fait, ce problème, on l'a aujourd'hui. Donc, donc je comprends, tu peux m'aider à améliorer. Et donc, je comprends que ça ait un coût. Et puis après, est-ce que tu veux me proposer des optimisations? Parce que, par exemple, j'ai pas l'enveloppe budgétaire tout de suite, quoi. Donc, est-ce qu'on peut faire un plan pour le faire sur peut-être plusieurs années ou plusieurs mois, etc. Il faut que je trouve une ressource, l'automaticien. Comment je fais pour le recruter, etc. Une fois qu'on a réussi finalement à fixer l'objectif et à dire voilà, la vision c'est le triangle là, on va définir ensemble le comment on y va. Et le comment on y va, c'est de l'accompagnement du client. Il faut que la personne ait l'impression d'être vraiment acteur de ce qu'elle fait. Donc, si je résume, avoir un minimum d'intelligence émotionnelle pour essayer de capter en fait réellement les besoins du client, parler son langage comme tu dis, et faire en sorte de poser les bons mots pour que derrière lui, il puisse avoir déjà faire un premier retour en disant effectivement mon besoin est bien identifié. Puis lui parler forcément en KPI et puis lui donner les éléments dont il a besoin pour sa hiérarchie, par exemple. Et ensuite, on peut lui prouver que avec la stratégie qu'on lui a présentée,
on peut arriver à ça, ça ou ça. Et une fois qu'il a vu que c'est démontré, bah, a priori, il va nous faire confiance, quoi. Ouais. Alors un deuxième point qui peut être important aussi, qui arrive, c'est d'avoir... alors des fois, on est obligé, parce qu'il y a une petite peur du changement, parce que le risque, finalement, à faire la transformation, il est perçu comme très important. Mais on a besoin de faire une transformation et on le sait, finalement, peut-être en tant qu'expert, parce qu'on l'a déjà vécu. Et donc là, il faut certaines fois aussi savoir dire aux équipes, et ça c'est important d'avoir la hiérarchie avec soi, le management, bah là vous allez devoir me faire confiance. Euh, et en fait, bah, le rôle aussi de l'expert et du, entre guillemets, du manager ou du chef de projet, alors ça dépend du nom qu'on lui donne, c'est des fois de dire aussi, ça je l'impose, parce qu'il y a une vraie raison de l'imposer. Donc on n'est pas dans la dictature non plus. On peut aussi discuter avec les gens et puis Bien sûr. recevoir les arguments en disant bah en fait nous on n'est pas d'accord, etc. Puis des fois un peu changer d'avis parce que des fois il y Mm, a mm, un mm, mm, argument mm. qui va arriver qui va dire bah, en fait effectivement il y a des choses qui existent et qu'on peut réutiliser et puis des Mm. fois bah dire bah non en fait j'ai pas d'argument contre ce qu'on est en train de mettre en place, Mhm. contre la standardisation et donc on va aller dans ce sens-là. Et normalement ça va bien se passer. Donc c'est important de savoir aussi où mettre le curseur entre j'implique, je laisse de la liberté et finalement je sors les bonnes pratiques. Et donc il faut laisser de la liberté aux gens pour avoir les bonnes pratiques. Parce que l'expert, c'est pas celui qui sait tout. L'expert, c'est celui qui a suffisamment de recul pour aller chercher les bonnes pratiques et la connaissance et la valoriser. Euh, ok, très bien. Bah, écoute, merci pour cette réponse et merci pour ta présentation. Je trouve qu'on comprend mieux l'endroit d'où tu parles. Alors, on est là pour parler de mentorat chez Open Classrooms. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es devenu mentor chez Open Classrooms? Parce que tu nous as dit que ça faisait partie de tes activités, Mm. mais comment est-ce que tu as pris cette casquette? Alors, bah alors c'est à la fois un petit peu par hasard et puis je pense que alors j'ai toujours finalement, alors j'ai fait pas mal d'enseignements. Oui. Il se trouve qu'entre le moment où j'ai fini mon diplôme d'ingénieur et le moment où j'ai commencé à faire du test, alors j'ai passé 3 ans au Cameroun, où en fait j'étais parti avec un business plan, on va dire très bancal. Et donc il a fallu quand même une fois là-bas que je me débrouille pour vivre. Ouais. Et bah, quand on est, en gros, quand on a un diplôme d'ingénieur, dans un pays qui a une moyenne d'âge, en fait, il y a Mm. beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'écoles, du coup, beaucoup de centres de formation qui s'ouvrent. Mhm. Donc, il y a finalement un écosystème de la formation qui est assez développé et qui est très demandeur en formateurs. Donc, en fait, mon diplôme d'ingénieur m'a permis d'aller donner des cours, des petits cours d'électronique, de gestion de projet, etc. Ok. Donc, j'ai fait pas mal de formations. J'ai aussi accompagné pas mal de petites startups. Économiquement, c'est pas ce qui me permettait de vivre. Ok. Mais c'est ce qui m'a permis, par contre, de vraiment me rendre compte que j'adore accompagner les gens. J'adore en fait finalement les aider à réaliser leurs projets. Et, euh, et finalement, bah, en donnant des cours, en revenant de France, j'ai donné aussi pas mal de cours, des cours de PHP notamment. Mhm. Et finalement, du PHP, voilà, de la formation au PHP, du PHP au mentorat sur le parcours PHP Symfony d'Open Classroom. Donc l'ancien parcours qui a été refait depuis. Bah, il y avait qu'un pas. Et donc, quand Open Classroom a commencé à communiquer en disant bah, on a besoin de mentors, vous pouvez postuler, etc. J'ai tenté ma chance. Ouais. J'ai passé un petit test que j'ai eu. Et après, il fallait, je crois, faire une petite vidéo de présentation où on expliquait pourquoi on avait envie d'être mentor. Ok. Je crois que c'était juste avant le Covid. Euh, et donc, bah, forcément, avec le Covid, la formation en ligne s'est développée. Les étudiants sont arrivés. J'ai eu un premier étudiant, puis un deuxième, etc. Et en fait, c'est toujours très très bien passé. Euh, et en fait, c'était Bon. génial parce que on est avec des étudiants. Mon premier étudiant était quelqu'un qui était embauché en alternance dans une petite entreprise qui fabriquait des chaussettes en Bretagne et qui était le seul à savoir faire de l'informatique. Donc, il devait en fait se former en alternance et puis via Open Classroom pour mettre en place un petit peu bah, le site web, les petits outils internes pour les commerciaux, pour précommander finalement les chaussettes, etc., les personnaliser. Il était
il avait énormément d'idées. Et puis donc il a appris finalement en 2 ans comment les réaliser avec du PHP Symfony. Puis après en intégrant finalement des notions de CI/CD, de test, donc là, tout un tas de tous les concepts finalement qu'on apprend dans ces parcours. Mhm. Avec le gros avantage que c'est quand même très souple le mentorat. Ça permet de se voir un peu quand on veut dans la semaine, même si normalement pour les attendants il y a un jour de défini, mais c'est pas. À l'époque c'était quand même assez souple. Ok. Alors, parce que ça a Euh, changé depuis? alors il faut savoir que le mentorat chez Open Classroom au début était très artisanal. Ok. Open Classroom c'est une entreprise qui adore innover et qui attend pas d'avoir quelque chose de très carré euh, pour se lancer. En mode start-up, Euh, quoi. Ouais, c'est un peu la démarche de start-up. En fait, c'est un peu, ça y est, j'ai le niveau de qualité suffisant, j'ai quelques étudiants, j'ai quelques clients, sont prêts finalement à s'embarquer dans le truc. Mhm. Et donc on y va. Et en fait, on va corriger les défauts. Normalement, c'est pas bloquant pour avoir le diplôme. La formation est de qualité, il n'y a jamais eu de problème de qualité de formation. Oui. Par contre, sur l'organisation, c'est vrai que ça s'améliore vraiment d'année en année. En 2 ans, moi, j'ai vu passer la plateforme d'un petit outil qui gérait pas tout. Il fallait faire la vidéo, la visio à côté. Les rendez-vous, c'était, je crois, un Google Agenda ou chose comme ça. Il manquait plein de fonctionnalités. Il fallait souvent passer par le support. Une plateforme qui aujourd'hui est très bien faite et qui permet vraiment de gérer des étudiants, qui permet d'avoir un calendrier où on met ses disponibilités pour les soutenances, on peut partir en vacances, on peut transférer un étudiant à un autre mentor pendant ses vacances, le récupérer après, c'est quand même très très bien fait. Donc, finalement, ils partent beaucoup du produit simple, Mhm. et après, vraiment, en fonction des besoins, ils adaptent le produit aux utilisateurs, qui sont les mentors, qui sont les étudiants. Et donc, j'ai eu voilà, ces premiers étudiants, et donc avec une plateforme qui s'est vraiment professionnalisée. Des formations aussi qui sont devenues, qui sont professionnalisées, beaucoup plus structurées aujourd'hui. Il y a les étudiants sont beaucoup plus guidés, il y a plus de contenu finalement dans les exigences. Puis elles ont aussi évolué avec l'évolution technologique. On intègre un peu plus de concepts DevOps dans les formations de développeurs. Et puis un jour, il y avait un petit message qui est passé sur le Slack et où ça parlait d'un parcours testeur logiciel, qualité testeur logiciel. Ouais. Alors, petite chose sur laquelle on était plusieurs à dire à Open Classroom, ça serait vachement bien si vous ouvriez quelque chose sur la qualité, parce qu'il y a de la demande. Il n'y avait pas beaucoup de formation testeur à l'époque. Il y a Mhm. 2 ans et demi, formation testeur, c'était pas trop ça dans Pas en ligne, en tout cas. Mm. ouais, en ligne, même au niveau universitaire, c'était pas. Ah oui, bah ça, c'est toujours On pas le voyait bien cas, qu'en hein. entreprise, quand on recrutait des testeurs qui sortaient de formation, soit c'était des gens finalement qui s'étaient auto-formés. Ouais. Soit c'était des formations où on faisait plus du Selenium, puis un petit peu de gestion des tests, qui était piqué quelque part un peu dans l'ISTQB, mais ils n'arrivaient pas avec la capacité directement à faire du test. On voyait bien qu'en fait, il fallait vraiment les former. Mm, mm, mm. Donc il y avait une vraie attente, un vrai besoin, et je pense qu'il y avait aussi un besoin de ne pas avoir de formation en présentiel, parce que quelque part, c'est à la fois une porte d'entrée vers un nouveau métier, l'informatique, Bien sûr. mais c'est aussi ces formations à distance, elles sont aussi une porte d'entrée vers de la reprise d'emploi. Quand je pense à un certain nombre de gens, je pense beaucoup aux femmes qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Ça arrive Mm, souvent. mm, mm, mm. Ça peut être des gens qui ont été malades ou qui ont eu voilà, une période de chômage ou qui ont voulu changer de métier à un moment donné parce qu'ils ont plus finalement exercer leur ancien métier. Et quelque part, ils ont le temps de travailler chez eux. Ils ont l'accompagnement du mentor qui est là pour les motiver, pour faire que la formation réussisse. Alors, Euh, attends un petit peu parce que tu commences à précéder mes questions. Ah, d'accord. Et donc voilà, finalement, un jour, ce parcours testeur logiciel va être arrivé. Donc, je me suis positionné dessus en tant que mentor. Ouais. En fait, il suffisait de postuler. Oui. Il y a eu les premiers étudiants, donc je crois qu'ils étaient envoyés par Pôle emploi sur ces parcours-là. Puis des alternants, et donc petit à petit, il y a de plus en plus d'étudiants. Le parcours s'est vraiment bien développé, avec en fait une petite particularité qui est que ce parcours
est très inspiré des parcours de développement web. Euh, et donc, en fait, il y a une composante par rapport à d'autres formations en test. Il y a une composante technique, HTML, CSS, JavaScript. Il y a même un petit projet en React à faire. Il y a toute une partie qui est très liée à des notions très techniques qui permettent vraiment aux testeurs qui sortent d'avoir cette sensibilité et de pouvoir parler avec des développeurs. Donc voilà. Donc ça fait un peu plus d'1 an que ce parcours existe. Il y a pas mal d'étudiants qui l'ont réussi aujourd'hui. Ok. Alors, euh, quel est le niveau de connaissance que... Alors, en soi, tu as plus ou moins déjà répondu à la question. Étant donné que tu parles du fait que on a des personnes qui ont été en arrêt professionnel pendant un certain moment, quel est le niveau de connaissance aujourd'hui qui est demandé pour pouvoir intégrer cette formation sur Open Classroom? Euh, on a tout, je veux dire. Euh, je pense que ce qui est... Alors, il n'y a pas vraiment de test d'entrée à l'entrée, Ok. parce qu'en fait, les premiers parcours partent vraiment du principe que on n'a jamais fait de HTML et de CSS. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le cours HTML, il a été fait par le fondateur d'Open Classroom, mais alors, c'est un cours HTML CSS qui est assez ancien, puisqu'il date du site du zéro, qui est le prédécesseur d'Open Classroom. Euh, et donc, c'est intéressant parce que quelque part, ils refont le parcours du fondateur d'Open Classroom quand lui-même il s'est formé finalement au HTML et au CSS. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une grande capacité technique. Mhm. Il faut surtout être très curieux. Mhm. Alors évidemment, si je suis développeur front depuis 10 ans, euh, ben, ça va être plus simple parce que tous les projets techniques, je vais pouvoir les faire assez rapidement. Euh, mais il y a des gens qui réussissent ce parcours et qui partent vraiment de zéro. Ça leur Ok. demande pas mal de travail. Ça leur demande voilà, finalement peut-être des fois une remise en question. Mhm. Euh, mais tout le monde peut enfin, quasiment tout le monde peut y arriver. Si évidemment il y a un intérêt, alors il faut quand même qu'il y ait un intérêt pour l'informatique, un intérêt à la manipulation de différents outils de développement, d'un ordinateur en général. Euh, Finalement être capable voilà, de se dire en fait le test c'est pas juste du métier et du clic sur des boutons, c'est aussi des concepts qui peuvent aller très loin au niveau technique. C'est très vaste parce qu'on peut avoir à écrire, à rédiger vraiment une stratégie de test et ça demande des capacités en rédaction. Mais on peut aussi avoir à coder. Donc là, il y a un projet sur Cypress où on peut s'éclater parce qu'il y a plein de choses dedans. On peut aller très loin finalement dans le codage des tests. Parce qu'on va tester des API avec Cypress, on va tester du front aussi. Mhm. On peut aussi faire des mocks, etc. On fait des choses assez poussées en termes de tests. Euh, et puis voilà, il y a des projets aussi un peu plus sympas comme faire son portfolio. Le dernier projet du parcours, c'est je fais mon portfolio de testeur Ok. avec tout ce que j'ai fait dans mon parcours Open Classroom. Il y a aussi des choses qui sont très liées finalement à ce que ferait un chef de projet. Alors ça c'est génial parce que en tant que QA, on est souvent amené à remplacer notre cher Scrum Master quand il part en vacances. Et donc avoir des notions, un petit projet où on nous a dit, bah tiens, tu vas faire un tableau Kanban, tu vas rédiger une spec, Mhm. tu vas mettre des tests en face des exigences, tu vas faire une critique des exigences du client pour poser des questions et puis dire, tiens, alors prends du recul et regarde ce que toi t'aurais posé comme question en tant que chef de projet. Mm, 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 mm. Donc finalement, il y a tout. Et donc, c'est difficile de faire un test à l'entrée parce que quelqu'un qui est très fort en développement sera peut-être très en difficulté sur un aspect je prends du recul et j'écris une stratégie de Ok. test. Donc en fait, c'est plus, il faut arriver à utiliser ses points forts. Par exemple, si j'ai fait de la comptabilité ou si j'ai fait de la gestion administrative, je serais peut-être très bon sur les projets stratégie, test, rédaction, gestion de projet, etc. Donc je vais pouvoir gagner du temps, je vais pouvoir être plus fort là-dessus, et puis ça va me dégager du temps pour apprendre à coder. Alors que si je suis développeur, plutôt utiliser le temps pour prendre du recul et puis peut-être des fois apprendre à rédiger, parce que en tant que développeur, on n'est pas toujours très bon en rédaction. On n'aime pas trop écrire quand on fait. Ne critiquons pas trop les développeurs quand même. Alors, Ce sont je nos critique pas. amis, ce sont nos Alors, amis. on a tous nos forces et nos faiblesses, et c'est vrai que
c'est intéressant parce que, quelque part, on est dans un métier, dans un parcours où en fait, il faut être capable de combiner des choses qui sont des fois pas si, enfin, c'est pas si évident. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on trouve tout ça en Mmh, fait. mmh, 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 mmh. C'est pas si simple en fait. Mais ok. Alors, avant de réagir à ça, donc pour la formation en elle-même, il n'y a pas de barrière à l'entrée particulière, juste avoir envie, être curieux. Il n'y a pas besoin d'être un techos pour pouvoir démarrer, parce que on reprend vraiment la base et on repart de tout. Et chacun arrive avec les compétences qu'il a déjà, et à partir de là, il peut construire, parce que la formation est... Alors, ce que justement, j'étais en train de lire le compte. Bon, je l'ai lu un petit peu avant, je vais pas mentir. Le contenu de la formation, on est effectivement sur du 20% de théorique et 80% de pratique. Mais surtout, on a 600 heures de formation. Ce qui est quand même assez important, étant donné que si je fais une comparaison avec des centres de formation, on va dire les plus connus, je pense que tout le monde a des noms en tête, on est plutôt sur du 400-450 heures de formation qui sont condensées sur 3-4 mois à peu près. Alors que là, en tout cas pour celle d'Open Classroom, on a une année entière, 9 mois de formation, en alternance. C'est possible aussi de la faire en alternance. Oui. Mais du coup, enfin, avec une durée qui est aussi longue par rapport par rapport au standard de la formation dans le test, c'est vrai qu'on peut aller sur des sujets en profondeur, quoi. Et donc, ce qui explique ce que tu es en train d'expliquer, le fait qu'il y ait autant de concepts qui soient vus et qui soient appris aux apprenants. Ok. Mm. Donc, Alors, il faut savoir qu'il y a des heures de formation qui sont indiquées dans le parcours, ouais, mais je pense que Open Classroom, ils ont toujours eu à cœur en fait de dire, alors évidemment le parcours, c'est aussi une entreprise qui doit être rentable, donc le parcours est payant, bien sûr. mais les cours, eux, par contre, ils sont tous gratuits. Donc toutes les heures de formation sur le site d'Open Classroom, finalement, les cours utilisés sont des cours qui sont accessibles gratuitement à tout le monde. Donc en fait, en plus de ces cours-là, l'étudiant, il a vraiment la possibilité d'accéder à tous les cours. Donc si quelque part il est en alternance d'une entreprise et puis qu'on lui dit, bah, tiens, finalement, on code plutôt les tests en Java, bah, il peut très bien prendre le cours en Java et regarder comment on fait des tests en Java. Ça, c'est génial. Donc il peut, en plus de son parcours, alors surtout les alternants qui ont quand même pratiquement 2 ans pour faire leur parcours. C'est quand même, ça leur laisse plus de temps que les 13 mois finalement, bah, quand c'est des parcours financés, c'est des fois un peu court. Euh, mais finalement, voilà, j'ai 2 ans, je peux vraiment, j'ai accès à une plateforme et à une communauté, parce qu'en fait, ils ont aussi un Slack avec plein de canaux par parcours ou des canaux où les étudiants peuvent discuter entre eux. Il y a des étudiants qui se regroupent régulièrement. Mhm. Donc la formation, c'est pas juste 600 heures. La formation, c'est intégrer une communauté Oui. de gens qui sont en train de se former, qui sont des fois en train de changer de métier. Il peut y avoir aussi une interaction avec les gens qui font le parcours dev à côté. C'est avoir la possibilité aussi de discuter avec un mentor. Mhm. Donc finalement, d'avoir beaucoup de feedback et de comprendre ce que c'est que ce métier qu'on est en train d'essayer d'intégrer. Et puis il y a l'accès d'une plateforme de formation qui finalement est assez géniale parce que les cours ils sont de plus en plus qualitatifs et quelque part, ils sont illimités. On peut y aller autant qu'on veut, on peut y passer le temps qu'on veut. Alors, il n'y a que 24 heures dans une journée, mais c'est déjà pas mal. Donc, donc c'était vraiment, il faut vraiment voir ce parcours, pas juste. Ça serait dommage de juste se limiter à je fais mes projets et puis j'ai terminé, je prends mon papier et c'est terminé. Mais en fait, je vais vraiment intégrer quelque chose où je vais pouvoir nouer des contacts, comprendre, m'ouvrir l'esprit, euh, monter des projets. Je peux aller plus loin que les projets. Il n'est pas interdit d'arriver devant un évaluateur et de dire en fait, je le trouvais trop simple ce projet, j'ai fait un peu plus. Donc, ça, je l'ai vu quelques fois. Et par exemple, mon projet de portfolio, il se déploie tout seul avec une CI/CD. Je l'ai mis sur GitHub. Dès que je fais une modification, ça passe les tests, c'est envoyé sur l'hébergement et c'est déployé tout seul. Et en plus, j'ai du monitoring dessus parce que j'estime que voilà, le test en monitoring, c'est pas vraiment complet. Et je fais pas mon shift right.
Ok, ok, ok. Donc, on peut faire beaucoup plus, en fait, Ouais. Donc c'est avec c'est ce très parcours-là. ouvert, quoi. Ouais. Ok. Bah après, enfin pour le coup, je le comprends parce qu'avec une durée qui est bien plus importante, tu vois, ce système, il me fait complètement penser. Alors, je sais pas si ça a été pensé comme ça, mais ça me fait complètement penser à 42, tu vois. Mm. École 42 où c'est vraiment ce truc de, on est une communauté, on est ensemble, on s'aide les uns les autres, on fait des exercices ensemble, et puis comme ça, petit à petit, en fait, on progresse les uns avec les autres. Donc, ok. Alors, il y a toujours, effectivement, quand on prend des risques, comme ils le font, parce que c'est quand même quasiment les seuls à avoir ce concept-là, ça a au moins été un des premiers sur ce parcours testeur logiciel. Je pense pas qu'il y ait eu des parcours testeurs logiciels sous ce format-là avant eux. Ouais. Et ça a été une vraie innovation. Ça fait longtemps qu'on a produit ça, et pourquoi vous l'avez pas fait avant? Mm, 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 mm. Euh, donc effectivement, quand on prend des risques, quand on veut produire un changement et faire autrement, bah, il y a des moments où c'était un peu compliqué. Donc oui, il y a des moments où dans l'organisation, dans le parcours, bah, pour certains étudiants, ça a été plus dur que pour d'autres. J'ai vraiment eu des cas où des fois, bah, il y a des étudiants qui sont un peu cassés la figure parce que ils ont passé trop de temps sur les projets où il fallait faire du code. Et puis, bah, quand on est tout seul chez soi devant son écran, bah, c'est pas simple en fait, parce que bah, il n'y a pas un professeur pour nous secouer et pour nous dire allez, tu me le finis cet exercice, de toute façon, tu quitteras pas la salle tant que tu n'auras pas fini, et puis de toute façon, voilà, tu auras des heures de colle et tout. Bah, des Mm. fois, ça fait du bien aussi. Bon, Ouais. c'est pas si extrême que ça, mais quelque part, on n'a pas cette obligation d'aller en cours et de dire bah, de toute façon, je suis en cours, donc il faut que je travaille. On est chez soi, on a les distractions, bah, c'est un peu comme quand on est en télétravail des fois, faut être capable de se Ouais. discipliner. T'es obligé d'avoir une discipline si tu veux vraiment pouvoir avancer, parce que sinon, en fait, l'être humain est paresseux, donc Et certains étudiants n'y arrivent pas, malheureusement. Alors ok. le mentor aide beaucoup, Ouais. parce que le mentor, bah, il va relancer, il va dire, allez, on a une séance, allez, tu viens, etc. Il faut qu'on la fasse, etc. Un étudiant, il va traîner un peu les pieds, il va dire, allez, vas-y, je me connecte, c'est bon, je viens. Et puis finalement, on va arriver à récupérer l'étudiant. Souvent, c'est pas alors l'étudiant se démotive pas complètement, n'abandonne pas complètement, mais il finit par manger le délai, en fait. Ok. C'est un peu. Donc, il arrive au bout de ces 13 mois, et puis en fait, bah, le financement Pôle emploi, il expire. Donc, après, bah, il faudrait qu'il paye des mois en plus, mais bah, financièrement, c'est toujours compliqué. Et donc, là, en général, on a un échec. Ça s'est arrivé, malheureusement, à certains étudiants. Bon, c'est ce Ok. qui permet aussi de faire le tri, parce que bon, bah, si c'était trop facile, le diplôme n'aurait pas de valeur. Mais c'est quelque chose sur lequel on est très attentif, le fait que l'étudiant ne prenne pas de retard, soit capable de bien visualiser son planning, de leur apprendre vraiment à gérer leur formation eux-mêmes, en prenant en compte leurs contraintes familiales. Parce que quand il faut gérer les enfants, quand il faut gérer des plannings, quand il faut travailler à côté, quand il y a l'entreprise, où l'entreprise aimerait bien nous avoir 5 jours au lieu de Bah, 4, la vie, quoi. La c'est pas vie, tout facile. simplement. Faut gérer la vie. Ouais. Donc le mentor, il a aussi ce rôle-là. D'accord. Alors, je veux juste préciser quelque chose parce que pour le coup, tout à l'heure, j'ai dit 9 mois et là, je me parlais de 13 mois. Quelle est la différence entre les deux? Alors, je suis pas un expert dans la Ouais. partie contrat. Parce que les mentors, en fait, on n'a pas forcément. En fait, on ne gère pas toute la partie administrative. Nous, on est là pour apporter le métier. Et c'est très important de faire la différence parce que le parcours est réussi parce que l'étudiant est encadré par un mentor qui va lui apporter son métier. Alors ici, c'est le métier de testeur logiciel. Il est encadré par alors, Student Success Manager, qui est un peu un CSM, pour ceux qui connaissent un peu les noms, qui est là pour la réussite de son parcours, qui va s'occuper justement de son contrat, son financement, le suivi, etc., de son évolution. Euh, et c'est deux choses très différentes. Souvent, le Student Success Manager, il est Open Classroom. Donc, c'est lui qui va connaître les procédures, le temps de financement, etc. Et puis, le mentor, ce sont des gens qui sont externes. Il y a une vraie volonté que ce soit des gens du métier qui travaillent dans le métier du test. Il faut vraiment être. Une des conditions pour être mentor, c'est est-ce que vous avez actuellement un emploi dans le domaine? Parce que sinon, ça reste de la théorie. Euh, donc là, nous, on n'a pas toute la connaissance. En Ok. général, de ce que je vois, c'est que les gens qui sont financés par Pôle emploi sont plutôt sur à peu près 13 mois.
Les gens de Classroom D'accord. hurleront si je dis une bêtise. Les étudiants, on est plus sur 1 an et demi à peu près. Pour faire les Mais 2 années certains d'alternance. prolongent Ok. parce qu'évidemment, alors quand on est dans un grand groupe, c'est peut-être un peu plus simple parce que c'est Mhm. souvent cadré. Il y a souvent des procédures pour accompagner les alternants. Il y a souvent des sujets qui sont pré-choisis à l'avance Mm. et il y a une structure. Quand on atterrit dans une startup en tant que premier testeur de la startup et que personne ne sait ce que c'est qu'un testeur, qu'en plus on n'a une journée, enfin qu'on n'a que 4 jours par semaine, euh, il y a des fois où on a besoin d'un peu plus de temps pour finir la formation. Ouais. Parce que les contraintes professionnelles font que on a tellement de boulot en fait dans la startup parce qu'il y a tellement de choses à tester, de gens à convaincre, de choses à mettre en place, etc. Donc j'ai eu pas mal d'élèves qui ont finalement prolongé un petit peu leur contrat et leur formation pour arriver jusqu'à 2 ans. Donc en général, sur les alternants, on est plutôt entre 1 an et demi et 2 ans. Ok. 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 Bon. En tout cas, j'irai m'enseigner. Je mettrai les détails si je les ai en tout cas dans le descriptif de l'épisode. Mais dans tous les cas, merci pour ton retour. Je pense que ça permet déjà à quelques personnes d'y voir un petit peu plus clair, quoi. Euh, Le mentorat, tu as commencé à en parler très rapidement tout à l'heure. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que, du coup, l'étudiant, il va dérouler ses cours, suivre ses cours, et quand il va rencontrer un blocage, il va contacter un mentor? Ou est-ce que vous avez des sessions qui sont organisées régulièrement pour suivre un petit peu l'avancement? Ou les deux? Alors, le minimum qu'on ait, Ouais. c'est, alors suivant les modes de financement, etc., des sessions qui peuvent, alors ça varie un peu, suivant, avant c'était plutôt fixe, c'était plutôt 3 quarts d'heure, et c'était une fois par semaine. Euh, Aujourd'hui, il y a une volonté d'adapter la durée des séances, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Ouais. Euh, donc c'est toujours à peu près une fois par semaine, 2 fois par semaine si l'étudiant est dans une situation particulière. On a des étudiants en situation de handicap qui ont besoin de plus de temps ou Mhm. de faire des sessions plus courtes. Par exemple, un étudiant qui aura des problèmes de concentration, plutôt avoir 2 petites séances plutôt qu'une longue séance où en fait il va avoir du mal à suivre. Donc on adapte la durée et la fréquence à l'étudiant. Euh, L'objectif du mentorat, c'est d'être là régulièrement pour faire un suivi avec l'étudiant. Alors, on ne fait pas le travail à sa place. Mais on est là aussi on est là en fait pour répondre à ses questions, pour le guider, pour lui donner de la méthodologie sur comment on se forme, comment je vais chercher de l'information, comment j'apprends, comment je m'organise, comment je fais finalement, comment je sais quand est-ce que je dois rendre chacun des 12 projets du parcours. C'est pas facile de faire un planning à 2 ans, d'avoir de la visibilité. M- Même pour nous qui finalement avons de l'expérience, c'est des fois compliqué. Alors, pour un jeune qui Pour quelqu'un débute, qui démarre, bien sûr. pour quelqu'un qui arrive dans le métier, c'est pas simple. Donc, on est là pour ça. On peut répondre à des questions techniques un peu complexes, parce que des fois, sur du code, c'est pas facile, il n'y a pas toujours de la documentation. Mhm. On peut être amené aussi à discuter avec eux de leur futur métier, parce qu'il y a souvent des questions. Mais pourquoi on me fait faire du HTML, du CSS alors que je suis nul pour faire du test? Mhm. C'est une question qui revient souvent, parce qu'en fait, tu vas discuter avec des gens dont le métier est du faire du HTML, Faut, du CSS et du faut JavaScript. comprendre un petit peu. Il faut comprendre, discuter avec eux. Puis peut-être qu'un jour, tu auras besoin d'aller ajouter un ID dans le HTML pour que ton test automatisé puisse passer. Ou d'aller dans la console de Chrome pour pouvoir écrire un ticket qui contienne suffisamment d'informations aux développeurs. Et donc, c'est important de maîtriser tous ces outils-là. On est là aussi pour comment je vais faire quand il va falloir que je cherche du boulot dans 6 mois. Parce que j'ai fait 3 projets Open Classroom. Des offres d'emploi, il y en a une quantité phénoménale. Et en plus, une des particularités du métier de testeur, c'est que les offres d'emploi, par exemple sur Welcome to the Jungle, il n'y en a pas deux qui ont le même libellé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, il dit, mais je suis quoi? Je suis testeur, je suis QA, je suis Test analyste, PDF, je suis test analyste, je suis quality engineer, voilà, comment ça se passe en fait? Je suis développeur testeur, je suis testeur recetteur. automaticien, je suis voilà. Donc voilà, on explique aussi un petit peu voilà, les nuances qu'il peut y avoir. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Bon, souvent la question, c'est est-ce que je dois passer l'ISTQB Fondation? C'est quoi ce truc?
Est-ce qu'il faut que j'y aille, j'y vais pas? Qu'est-ce que je peux faire après? Certains vont continuer sur du développement, certains vont partir plutôt sur des formations, par exemple, de product manager, puisqu'ils ont découvert la gestion de produits sur la partie qualité. Donc nous, on est vraiment là pour répondre aussi à ces questions-là, cette possibilité Ouais, d'ajuster d'ailleurs, pour l'ordre te dans la lequel on va répondre. faire les projets, le parcours, et de guider l'étudiant sur l'acquisition des connaissances et des compétences Mhm. pour que ça s'adapte des fois au monde professionnel dans lequel il vit. Ça, je trouve que c'est une particularité de ce parcours et de la formule Open Classroom. Quelque Ok. chose qu'on voit assez peu finalement dans le monde académique. On va pas changer la place d'un cours de maths ou d'un cours d'informatique à la fac juste parce qu'il y a un étudiant qui finalement avait un sujet qui arrivait en entreprise, quoi. Ouais. Alors c'est sûr. Bon après, on peut faire beaucoup de critiques sur le la formation dans son ensemble en France, hein. Mais c'est sûr qu'on comme manière d'enseigner, c'est hyper descendant et c'est clairement pas adapté aux spécificités de chacun, quoi. On rentre dans le silo et puis ensuite on continue. Alors, je rebondis sur ce que tu disais. Le fait de faire tout ça, parce que mine de rien, si tu prends du temps pour t'adapter à tes étudiants, c'est quand même quelque chose qui est assez chronophage. Aujourd'hui, donc ça fait 1 an que la formation a été lancée. Euh, Il y a, est-ce que je sais pas si tu sais, combien d'étudiants il y a eu sur la formation? Alors là, il me pose une colle. Bah, si tu l'as pas, c'est pas grave. J'ai pas les chiffres exacts. Non, faudrait peut-être je pense que tu vas pouvoir les demander à Open Classroom. Ok. Mais il y a quand même, bon, il y a quand même pas mal d'étudiants aujourd'hui, hein. Je pense qu'il y a largement l'équivalent d'une promo, Ouais. d'une ou plusieurs promos académiques, hein, donc, qui sont passés par ce parcours-là et qui l'ont réussi. Donc, une promo académique, c'est combien de personnes? Mais à peu près, je crois qu'à peu près tous les 6 mois, il y a voilà, des jurys de remise de diplôme. Ouais. Les jurys, en fait, ils passent une journée à revoir chaque dossier un par un. Donc, bon, on est sur ouais, peut-être une vingtaine de personnes tous les 6 mois. Donc, c'est quand même Ah oui, au moins ça. d'accord. Donc, Ok. Donc, oui, j'étais pas au... Très bien. Donc, supposons, en tant que mentor, j'imagine que tu travailles avec d'autres personnes, mais c'est quand même du temps alloué, même si au départ c'était 1 heure par semaine. Si tu me dis que ça s'adapte au fur et à mesure que le temps avance, c'est quand même du temps qui est alloué à chacune des personnes que tu vas accompagner. Toi, en termes d'organisation, euh, à quel point est-ce que ça t'impacte et surtout comment tu t'organises dans ton quotidien pour pouvoir être impliqué comme ça avec tes étudiants. bah, c'est beaucoup. Alors, c'est jamais un déplaisir. Donc, Ouais. euh, c'est des choses qu'on va faire bah, des fois entre midi et deux, des fois au moment d'une pause, des fois plutôt en soirée. Enfin, en fait, c'est très libre finalement, puisque on a la possibilité dans la journée de formation de l'étudiant, de nous adapter à sa formation. Euh, alors sur les alternants, c'est un tout petit peu moins vrai parce qu'ils ont des jours imposés. Mhm. Par contre, sur un autofinancé, par exemple, bah, il fait un peu ce qu'il veut parce que il a pas de planning d'entreprise, lui. Il est en train de se former. Sur les financés aussi Pôle Ouais, emploi, ils n'ont pas- pas forcément ouais. d'horaire ou de jour. Donc en général, ils sont assez disponibles. D'autant plus que souvent, ils sont censés, voilà, le temps qu'ils auraient consacré finalement sur un emploi, bah, ils le consacrent à leur formation. Mhm. Donc en fait, on est assez libre de s'organiser avec eux. Donc c'est un gros avantage, c'est que finalement, cette demi-heure, 3 quarts d'heure qu'on place dans la semaine, ben, en fonction de l'étudiant, on va la placer un peu quand on est disponible. Et en Ok. général, bah, comme c'est un moment de partage et un moment où on a envie, pour que la formation avance bien, d'être efficace, ben, on va trouver vraiment le bon moment. Alors, ça demande de la préparation à l'étudiant. Ça demande un petit peu de préparation au mentor des fois. On travaille beaucoup en asynchrone, hein. C'est-à-dire que la demi-heure, finalement, passe assez vite. Et c'est pas avec une demi-heure par semaine qu'on arrive à faire une formation. Donc on échange beaucoup de documents. Bah, il y a un Slack qui est très bien fait. Les étudiants ont l'habitude. Et donc on s'échange régulièrement des documents.
Beaucoup de travail avec GitHub aussi pour partager du code, faire des retours, etc. Et puis l'échange par Slack, c'est souvent des petites questions. Et on essaie beaucoup de donner aux étudiants aussi les moyens d'être autonomes. Donc ça, il y a Open Classroom à disposition un petit copilote pour les aider. Donc un petit chatbot qui finalement qui est entraîné sur les projets des étudiants et qui leur permet ben, voilà, de poser des questions, de générer un petit peu de code pour voir, de se faire expliquer du code et qui nous permet aussi nous de nous libérer un peu de temps Ok. parce que finalement il remplace un peu il remplace et il remplace pas le mentor. Et nous on se concentre sur des choses qui finalement ne sont pas automatisables par un chatbot et qui sont vraiment voilà du vrai coaching et du vrai mentorat qu'on va vraiment accompagner. Oui. Oui, oui. Euh, Donc c'est important d'avoir quelqu'un à qui se mm, référer pour pouvoir un peu recadrer les trucs, nous rassurer, et puis après mm. pouvoir repartir, quoi. Ok. Alors après, il y a aussi effectivement, comme toute personne qui, je pense, a besoin de communiquer avec un grand nombre de personnes, voilà, gérer de l'interaction, etc. On doit aussi, je pense, nous, en tant que mentor, savoir dire des fois, tu trouves toi-même la réponse. Oui. Euh, Savoir dire aussi à certains étudiants qui peuvent vouloir un peu trop du synchrone, de dire, en fait, tu sais, on a une demi-heure, mais le reste, moi, j'ai un travail à côté. Ouais. J'ai dit famille, j'ai un travail à côté et je vais te donner des éléments. Mais en fait, dans la formation Open Classroom, dans le contrat moral que tu as signé, enfin moral, l'engagement que tu as pris, c'est aussi de t'auto-former. C'est une formation à distance. Et il y a beaucoup d'auto-formation dedans. Et c'est hyper important de le rappeler des fois. Ça fait partie des règles qu'on donne à la première session avec l'étudiant. On fait toujours une première session. On a un petit PowerPoint un peu standardisé, mais qui, mine de rien, dans lequel il y a un espèce de compte de charte, une espèce de charte qu'on passe avec eux. Et dedans, il y a effectivement, je cherche avant de poser des questions. Je ne vais pas poser la question directement au mentor. Il y a aussi des outils, il y a aussi tout ce qu'on me donne à côté. Il y a les cours Open Classroom, il y a plein de choses. Il y a, voilà, apprendre à chercher, apprendre à préparer ses questions, apprendre à être autonome sur un certain nombre de choses, préparer ses sessions de mentorat. Et puis pour être efficace en fait dans sa formation. Et ça fait c'est pas c'est pas le métier du testeur, mais c'est une école de la vie. Et c'est quelque chose qui est facile à faire, ça? Non. Alors non, parce que on sait que l'étudiant, ça le mettra mal à l'aise Oui. dans certains cas, parce qu'il va se dire merde, comment je vais faire? Je suis perdu, machin, il va falloir que je fasse. C'est toujours difficile de dire à quelqu'un non, je vais pas t'aider là, tu vois, Mm, mm, parce mm, que je mm, pense que tu peux le faire tout seul, mm, donc mm, mm. tu vas faire ce pas-là. Et puis nous, on a toujours envie d'être voilà, un peu le papa et de dire attends, je vais te prendre la main, puis tu vois, on va traverser ensemble. Mais on dit souvent, en fait, si quelqu'un a faim, il vaut mieux lui apprendre à Apprendre à pêcher que lui acheter pêcher. du poisson, Ouais. quoi. Ouais. Parce que après, il est autonome. Une fois qu'on lui aura donné la méthodologie et qu'on surtout on lui aura fait franchir ce pas de dire, en fait, je suis capable de, donc je vais me former et la fois suivante, j'aurai plus besoin de demander. On aura vraiment obtenu une petite victoire, et lui aussi. Si on fait tout de suite en disant, vas-y, connecte-toi sur Teams, allez, on fait une session en plus, etc. Bon, tant pis, je suis pas payé, mais je vais t'aider quand même. En fait, il va en prendre l'habitude, et Oui, puis quand oui, il oui. arrivera dans le monde de l'entreprise, il se prendra un mur. Il va se Euh, rendre compte de ce que c'est de ne pas avoir de doc et de ouais. courir pour avoir les infos Oui, ou te faire envoyer balader aussi. par un développeur qui va lui dire, en fait, j'ai pas le temps, quoi. Ouais. Donc, tu te débrouilles, ton boulot, c'est testeur, la doc, elle est là, et puis, tiens, débrouille-toi, Mm, quoi. mm, mm, mm. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Alors, avant qu'on parle d'IA, que tu as évoqué très très rapidement, est-ce que tu aurais le pourcentage, si tu autorises en tout cas à le partager, du taux d'insertion Non, alors, je crois post-formation? qu'ils l'ont donné au dernier webinaire. Ouais. Je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête. Alors, chez les alternants, en général, il est plutôt bon, hein, comme l'alternance en général en France. Quand on investit 2 ans dans une personne,
En général, c'est pour la garder. Donc en général, ça se passe plutôt bien. Par contre, j'ai pas trop les taux pour les autres, les Pôle emploi ou les autofinancés. En général, les autofinancés, j'ai eu beaucoup de gens qui avaient déjà un métier et qui voulaient compléter. Oui. Donc en fait, alors c'est un peu difficile ouais, de le dire parce que, par exemple, quelqu'un qui est freelance, qui veut proposer aussi une prestation de test parce qu'il veut compléter son panel client, est-ce que c'est de l'insertion ou pas? Quelqu'un qui change de métier, qui finalement a déjà un métier, qui fait aussi la formation. Ben, je sais pas, j'ai pas le taux Mmh. exact. Donc, Ouais. Ouais. Ok. Mmh. peut-être qu'Open Classroom saurait le donner un peu mieux que moi, je pense là-dessus. Très bien. Bah, Open Classroom, si vous nous entendez. Ce qu'on constate, c'est que globalement, alors après c'est pareil, certains étudiants viennent chercher aussi du full remote. Parce Oui, qu'évidemment, l'informatique, c'est un métier qui attire aussi parce qu'on est souvent en full remote. tout Et c'est à beaucoup fait. plus dur de trouver un travail en full remote aujourd'hui qu'un travail Quand on s'entend en du présentiel. Covid. Mmh. Et donc, j'ai eu des étudiants qui aujourd'hui sont encore sur voilà, sur des quelques missions en Mmh. freelance. Est-ce que quelqu'un qui est sur Malte, par exemple, ou qui est dans une entreprise qui fait du placement, est considéré comme ayant réellement un contrat, alors qu'en fait, il va avoir quoi, une mission de temps en temps? Bah, tu regardes à l'année. C'est difficile. S'il arrive à en Ouais. vivre à l'année, oui. Sinon, non. Donc, Tu je vois? saurais pas dire, mais globalement, dans les étudiants que j'ai eus et avec qui j'ai gardé le contact, ceux qui ont réussi le parcours jusqu'au bout, ils n'ont pas eu trop de mal à trouver parce qu'il y a quand même de la demande. Oui. Quand on est dans une grande ville, c'est plutôt bon en général parce que bah, sur Paris, par exemple, on trouve assez facilement comme testeur, Mmh. euh, à moins de chercher quelque chose de très particulier. Ceux qui étaient en freelance et qui ont pris une formation de testeur en plus, globalement, les freelances en test trouvent plutôt bien du travail. Ouais. Donc eux, ils n'ont pas trop de problèmes. Ils ont obtenu assez rapidement des missions. Alors évidemment, le taux journalier au début, il n'est pas très bon et puis il s'améliore au fur et à mesure. Donc ça, c'est toujours aussi. Je pense que c'est plus un problème de stratégie d'entreprise et de vente que de parcours. Mais globalement, le taux d'embauche, il est quand même assez bon. Et en général, ça se passe plutôt bien après. Ok. Très bien. Bon. J'aurais bien aimé avoir les chiffres pour qu'on Je se pourrais rende peut-être compte un retrouver petit ça, mais je peu. les ai pas en Mais tête. non, mais après, c'est pas un souci. Le plus important de la réponse, on l'a, c'est-à-dire que quand on fait la formation d'Open Classroom derrière, on peut trouver du boulot pour peu de bien chercher. A priori, elle est Alors, faite pour trouver un métier juste derrière, quoi. Donc une fois qu'on a mis le pied dedans, en fait, mm. derrière, bien sûr, on peut être amené vers, vers autre chose. Très bien, très bien, très bien. Alors, intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, on sort vraiment de la partie mentorat Open Classroom. Là, je te pose la question en tant que professionnel du test. Qu'est-ce que tu en penses? Et à ton avis, à quoi vont ressembler nos métiers dans, allez, 3 ans? Euh, Bonne question. C'est difficile de répondre à cette question quand on voit l'évolution qu'il y a eu jusque-là. Parce qu'en fait, je pense que si on demandait des gens, quand c'est arrivé, ça fait quand même un petit moment que l'intelligence artificielle elle existe, hein. Même s'il y a eu ouais, une période où en fait on n'en parlait pas beaucoup parce que ça existait, mais on n'avait pas l'écosystème, on n'avait pas la puissance de calcul, on n'avait pas les produits qui l'utilisaient. Mais déjà, le, le premier jour où on a entendu parler de ChatGPT, je pense qu'on s'imaginait pas ce qui se passe aujourd'hui en termes de tests. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a partout. Donc, on peut pas dire qu'il n'y aura pas d'intelligence artificielle demain parce qu'il y en a déjà partout. Aujourd'hui, on prend n'importe quel logiciel de test, tout le monde essaie de mettre un peu d'IA. Ouais, ouais, Tout le ouais, monde ouais. essaie de mettre le petit chatbot, tout le monde essaie de mettre le truc qui améliore les tests. Donc en fait, on est déjà en train de l'utiliser. Euh, et puis je me demande s'il y a des testeurs aujourd'hui qui n'ont jamais qui n'ont jamais posé une question à ChatGPT. Ce serait intéressant de faire un sondage. Alors, écoute, si, il y a le sondage de, comment ça s'appelle, du CFTL. Ils ont fait une étude fin décembre qui a été publiée en janvier. Il y a un petit Mm. pourcentage. Après, il y a deux aspects. Il y a est-ce que le testeur va utiliser l'intelligence artificielle dans son métier?
Je suis convaincu que oui. Mhm. Parce que tout le métier de l'informatique, finalement, a toujours été basé sur l'optimisation et de produire plus vite. Donc ça serait Oh. étonnant qu'un outil aussi efficace ne soit pas utilisé demain. Après, on peut discuter du comment. Ouais. On peut discuter du coût, on peut discuter du coût énergétique, on peut discuter plein de choses, mais on l'utilisera de toute façon d'une façon ou d'une autre. Pour traiter de la donnée, pour écrire du code, pour écrire de meilleurs scénarios de test, pour analyser de la documentation. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on est capable aussi avec des notebooks LM, par exemple, on est capable de mettre une grande quantité de documentation, puis d'aller poser des questions. Mm, mm, mm. Mais On peut là, très bien tu l'utiliser es en comme train ça. de nous répondre sur l'utilisation qu'on en fait maintenant. Ouais. Mais Là, demain, on pourra l'utiliser plus tu vois, comme ça. dans 3 ans, je prends 3 ans parce que 5 ans, ça me paraît mine de rien loin quand je vois l'allure à laquelle ça avance. Et surtout, ChatGPT, on en a entendu parler vraiment, enfin, le gros boom, c'est à grosso modo 3 ans, tu vois. Donc, comment est-ce que le métier va évoluer? Est-ce qu'on sera toujours dans la même disposition où on intégrera petit à petit au quotidien, ou est-ce que vraiment tu penses que, je sais pas, il y aura une révolution sur nos usages? Bah, en fait, on en aura un peu plus partout. Donc, finalement, il y aura beaucoup plus d'automatisation, comme dans le métier du dev ou comme dans beaucoup de métiers autres. Il y aura beaucoup plus d'automatisation de certaines tâches. Ok. Les outils vont permettre d'automatiser facilement. On passera certainement beaucoup plus par des chatbots. Ça se fait déjà beaucoup aujourd'hui. Tiens, crée-moi un test auto qui va. Voilà, je te donne la maquette Figma et tu m'écris les scénarios Mhm. les plus pertinents. Et puis, tu vas aussi me créer le code Playwright en même temps à partir de la maquette. Aujourd'hui, quand on code, par exemple, une interface en React avec Bolt, qui est un outil, en fait, c'est un chatbot qui crée un projet React, on peut lui dire, bah, tu sais quoi, pendant que tu codes le projet React, tu codes aussi les tests Playwright. Et puis les tests unitaires. Donc ça, c'est génial pour le QA. Le dev n'a plus d'excuses et le QA, il peut être là aussi pour dire, bah, en fait, quand vous générez les interfaces, eh ben, on va encapsuler finalement vos prompts pour dire, bah, à chaque fois que tu fais un prompt, tu mets aussi les tests qui vont avec pour avoir une certaine couverture, etc., de code. Donc là, on va vraiment intégrer l'IA en disant, bah, non seulement, le QA, il va être là pour prendre du recul. Il va plus forcément coder du test et écrire des scénarios précis dans les tableaux Excel avec step by step, clic-tac, clic-tac, clic-tac. Je pense qu'on s'appuiera beaucoup plus sur des IA qui vont aider dans ces tâches-là, qui vont aider à parcourir. On peut aussi imaginer récupérer beaucoup de la donnée client pour dire, bah, finalement, aujourd'hui, il y a des projets déjà qui existent sur je récupère les parcours clients dans les logs d'erreurs, etc. Et je crée automatiquement des scénarios de test pertinents qui correspondent vraiment à ce que fait le client. Et ça, c'est très difficile à faire en manuel aujourd'hui. Ça fait énormément de données, mais demain, on a des algorithmes en fait, qui vont être capables de traiter ces données-là et de nous rapprocher beaucoup plus du client. Quelles sont les résolutions utilisées, quel téléphone. Donc, paramétrer automatiquement aussi les tests en disant, bah tiens, tu vas me tester sur tel et tel modèle de téléphone, et puis tu vas les paramétrer automatiquement sur les bonnes résolutions, avec les bons navigateurs, les bons paramétrages, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vont alors là, il y a un gros challenge. Je pense que les QA vont devoir se former sur le test des IA. Parce que c'est bien beau de l'AI, parce que les entreprises, elles vont les intégrer dans leurs outils. Et ce qu'on va demander au QA, c'est le petit chatbot qu'on fait là et qui produit des rapports comptables pour le chef d'entreprise. Si je lui mets les bilans des 10 dernières années pour mes 100 clients là, j'ai quel taux de défaillance? En gros, c'est quoi le pourcentage de bêtises qui va sortir au client? Sachant que la décision, c'est quand même des fois sur quelques millions d'euros ou sur des prêts bancaires et qu'on ne peut pas trop se tromper. Comment on teste ça? Et il y a des outils aujourd'hui qui commencent à arriver. Donc il y a JFrog là, qui fait l'outil Artifactory et qui commence à proposer des chaînes de tests pour des modèles de machine learning et d'IA que les QA vont devoir apprendre à maîtriser. Alors, des techniques notamment ce qu'on appelle du shadow deployment, c'est-à-dire que j'ai mon modèle qui tourne, qui produit des réponses quand je lui envoie des données Mhm. et des questions.
et ben si je dois améliorer mon modèle ou l'entraîner différemment, je vais le déployer à côté, je vais lui envoyer les mêmes prompts et je vais pouvoir faire des comparaisons. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des outils comme ça. Donc finalement, bah, quelle est la capacité comment je teste, tu dis, hein, comment je teste un chatbot? Ok. Donc en fait, tu vois une évolution, alors je dirais pas plus technique, mais en fait, le testeur mettra plus de stratégies et sera augmenté par tous les outils auxquels il aura accès. Il faudra qu'il repense un petit peu sa manière de définir sa stratégie du test parce que en fait, on n'aura plus du tout les mêmes. On aura peut-être les mêmes outils, mais en tout cas, ils auront eux-mêmes des éléments d'IA intégrés dedans. Et en fait, il faudra penser les choses un peu différemment, quoi, de Mm. la manière dont on pense maintenant. Oui, voilà, le contexte dans lequel on va tester va changer, Ouais. les outils qu'on aura vont changer. Par contre, ça n'exclut pas qu'un bon testeur, ça reste quelqu'un qui a des capacités de communication. C'est-à-dire qu'il faut savoir donner confiance. Et ça, l'IA ne peut pas le faire à notre place. Parce que le rapport, enfin, l'humain est quand même important quand on a un client en face. Je pense pas que le client il va confier une validation à un chatbot seul directement avoir un petit bout de temps. Mhm. Des vraies conduites du changement à faire peut-être, ou peut-être qu'elle est pas souhaitable en fait, hein. Peut-être que le client il aura toujours envie d'avoir quelqu'un en face, un humain, parce que parce qu'il est plus à l'aise en fait, hein. On préfère en général discuter avec un humain qu'un chatbot quand on a une panne de box internet. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, mais après, tu vois, je pense que ça va se faire naturellement, hein, parce que maintenant, on est très adepte tu vois, des marques de téléphonie mobile, même des banques, tu vois, en ligne où on n'a pas forcément accès à quelqu'un, parce qu'en fait, au quotidien, bon, voilà. Donc, je pense que ça peut se faire très naturellement, en fait. Ouais, au quotidien, mais le jour où il y a un problème, Ouais. ou le jour où on doit faire une demande un peu particulière parce qu'on n'est pas trop sûr, etc., et qu'on veut demander, par exemple, je sais pas, un prix immobilier, etc., Mm. les gens ont tendance à retourner aussi vers des banques un peu plus Oui, c'est vrai. classiques, C'est vrai. où en fait, ils vont avoir un conseiller qui va être là pour les aider, bah, ils vont chercher un peu de l'empathie, parce que si le chatbot, il répond, bah non, t'as pas le bon salaire, et puis t'as pas la bonne situation professionnelle, donc ton prêt, Mm, zéro. mm, mm, mm. Alors qu'ils disent, ah, qu'un conseiller, finalement, un être humain, il saura écouter, il va peut-être trouver une solution, etc., et peut-être chercher. Donc, Mm. le client, il va peut-être chercher aussi, voilà, ce contact humain. J'ai une situation compliquée, etc., qui n'est pas forcément très logique, mais j'ai quand même besoin d'atteindre un résultat. Qu'est-ce que vous pouvez quand même me proposer? Bien sûr. Mm, mm. On verra où ça nous emmène tout ça. On verra, on verra. Ok, alors, David, on est sur la fin du podcast. En tout cas, on a couvert de beaux sujets. Est-ce que tu as une question pour moi? Oh. Justement, sur ces aspects IA, justement, toi qui fais beaucoup de contenu, Mhm. on voit beaucoup de contenu qui arrive et qui est généré. Est-ce que finalement, quelque part, je pense que tout ce contenu qu'on produit pour la formation, etc., qu'est-ce qui fait que finalement, on continue à le produire manuellement, en cherchant finalement, parce que Euh, demain, finalement, on mettra pas juste un prompt et on dira, fais-moi un podcast sur le test. bah, simplement la créativité, en fait. C'est le besoin, je pense qu'on a un besoin parce que on est très créatif, tu vois. Dans tout, on met de la créativité, partout. Et vous? Enfin, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que qu'on a encore des choses qui sont créées, bah oui, manuellement, parce que t'as quelque chose dans la tête, t'as envie de laisser parler ton esprit, et puis l'intelligence artificielle, tu peux t'en servir ponctuellement, mais là, tu vois, moi, je m'en sers dans le cadre du podcast pour ma phase d'idéation, mais après, c'est pas une IA qui va réaliser l'enregistrement. C'est pas une IA qui va faire le montage parce que tu as besoin d'écouter pour comprendre à quel endroit tu gardes, quel endroit tu coupes, etc. Et ça, a priori, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, j'ai pas encore trouvé d'intelligence artificielle qui fait ça. Donc, ah. C'est quelque chose qui est encore qui doit être fait humainement, si tu veux. Si je vais un petit peu plus loin, j'entendais cette semaine que tu avais les boîtes de jeux vidéo
qui avait remplacé justement des créatifs, donc des graphistes, des designers, par des intelligences artificielles parce qu'elles sont en capacité de faire des choses incroyables et en définitive là sont en train de réembaucher ces personnes-là parce qu'ils se rendent compte que ça va pas en fait, c'est pas suffisamment bien adapté, voilà. Et toute cette part de créativité, euh, ça peut pas être remplacé comme ça. Tu peux être un créatif, travailler avec une intelligence artificielle, mais il y aura toujours besoin de venir rajouter une patte dessus, une patte humaine Est-ce dessus, que quoi. quelque part, quand on fait quelque chose, on n'est pas en train d'aller chercher. Alors, nous, le testeur, on voudrait que tout soit parfait. Hmm. Mais est-ce que quelque part, quand on va travailler, on va pas chercher la petite imperfection? Ah bah si, mais après ça C'est le c'est... fait que les gens ne soient pas parfaits qu'on va chercher, parce que on perd un peu de temps finalement à discuter d'un sujet qui n'était pas prévu. Mhm. On traîne un peu sur un sujet parce qu'il nous intéresse. Je sais pas, on rate un truc dans un podcast parce qu'à un moment donné, on se dit tiens, en fait, ce morceau-là, je vais le garder. Mhm. Si on avait juste laissé deux IA discuter ensemble, elles auraient fait l'interview parfaite. Zéro erreur, elles répondent aux questions dans les temps, pas de problème. Mais Écoute, qu'est-ce qu'on c'est une idée s'ennuierait? d'épisode. Ouais, mais quelque part, on s'ennuierait finalement. Si aucune interview ne partait complètement en live à un moment donné, faut un invité qui répond n'importe comment, un petit problème technique, ça serait pas drôle en fait, la vie. Hmm. Le travail serait pas drôle en fait. Si un logiciel, il partait en prod comme ça et qu'il n'y avait jamais de problème, bah en fait, il n'y aurait jamais d'équipe soudée. Ça ferait. Alors, faut pas que ça arrive tout le temps, parce que au bout d'un moment, c'est un peu embêtant. Mais quelque part, on s'aperçoit que quand il y a des petits problèmes de temps en temps, ou quand il y a des petites imperfections, c'est là où on se dit, en fait, heureusement qu'elle est là, cette petite imperfection, parce que c'est ce qui fait que chaque journée ne ressemble pas à la précédente. Hmm, ça c'est sûr. Si on laisse faire des algorithmes, bah, ils feront des choses qui seront finalement assez communes. On voit bien sur Aseptisé. les images générées, par exemple, que les images générées, quand on dit, on arrive à savoir si c'est une IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas surprenant. Hmm. Une image aujourd'hui, demain, on demande une image à Dali, elle n'est pas surprenante. L'image, elle correspond finalement à ce qui a été, ce qui finalement est le standard. Euh, et en fait, je pense qu'il manque à l'IA le côté de pas être parfaite. Oui, Alors peut-être mais qu'on arrivera à le mettre dedans, alors faire comprendre qu'en fait, les entraîner sur le fait de faire des choses qui sont des fois pas attendues. Euh, mais je pense qu'il faut savoir aussi, il faut savoir justement garder ce côté un peu humain de dire, c'est parce que des fois on n'est pas d'accord, c'est parce que des fois on a des petits conflits, c'est parce que des fois on veut essayer quelque chose qui n'a jamais été fait et qu'on se plante en fait, et qu'on accepte nous de faire une erreur. Une IA n'acceptera pas de faire une erreur. Elle va essayer de faire la meilleure solution possible. Nous, en fait, des fois, on va juste dire, bon, allez, on y va. J'ai 5% de l'info, mais j'y vais quand même, quoi. Et il y a beaucoup de startups comme ça. Et en fait, des fois, ça a donné des choses, mais complètement inattendues. Ça n'a pas marché économiquement, mais on se dit, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on a appris en faisant ça? C'est hmm, génial, en fait. hmm. Bon, Et je pense qu'il faut continuer à faire ça. alors jusqu'à quand? Parce que pour le moment, en tout cas, et je suis plutôt de son avis, hein, ça va, c'est quelque chose qu'il faut garder, mais jusqu'à quand? Parce que il arrivera un moment où les IA seront peut-être très convaincantes, plus convaincantes, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on y est, quoi? C'est pas pour demain, je pense pas. Euh, je sais pas. Je sais pas, parce que faut attendre de voir. Bon, écoute, Ça pourrait être amusant à l'avenir, on prendra le mais temps d'en rediscuter si Calici est toujours ça vivant. pourrait être intéressant dans un podcast qualifié dans 10 ans, effectivement, de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que finalement, toi, t'es remplacé par une IA, Mm. Mon avatar qui fera les entretiens comme ça, et écoute. puis en fait, tu invites des avatars à ton émission. Ah, ça pourrait être drôle en tout Euh, cas, hein. ouais, Ou pas. ou pas. Eh ben écoute, rendez-vous dans 10 ans. Bon, c'est la fin du podcast, en tout cas. Merci beaucoup à toi pour ton temps, puis pour cette discussion qui était très sympa.
Et puis, à bientôt. Ok. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.